Vous êtes psychologue, vous êtes le premier à avoir expertisé Monique Olivier, c'était en 2004. Vous avez passé beaucoup de temps avec elle. Racontez-nous la première fois où vous l'avez rencontrée. Écoutez, c'est un sentiment assez paradoxal la première fois que vous la rencontrez parce qu'on inverse un petit peu les situations où on a ce sentiment un petit peu de stress de se retrouver face finalement à une personnalité connue de manière dramatique bien évidemment et donc on appréhende un petit peu cette rencontre. Et puis très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet parce que notre rôle d'expert, c'est d'essayer de mettre en lumière toute une série de facteurs qui vont nous permettre de comprendre la personnalité de Monique Olivier. Alors, quelle est la première question que vous lui avez posée? Est-ce que vous vous en souvenez? Comment allez-vous? Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Pas bien. Pas bien parce que, bien évidemment, elle est incarcérée depuis peu, moi, quand je la rencontre, et donc elle est dans un milieu carcéral à la prison de Namur, en Belgique, où, bien évidemment, les faits font qu'elle n'est pas dans des conditions optimales avec les autres détenus, parce que souvent insultée, etc., et dans un climat de peur par rapport à ce qui pourrait lui arriver là-bas à la prison. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez Monique Olivier pendant votre expertise? Son manque d'assurance systématique, ses remises en question systématiques de ce qu'elle peut dire, son côté assez effacé, son peu de verbalisation, mais aussi et surtout, et ça je pense que c'est un élément important, son manque d'émotion. Manque d'empathie? Manque d'empathie, effectivement, hormis pour elle. Dans la mesure où l'émotivité, elle va quand même se manifester à travers cette victimisation et son sentiment de peur qu'elle va verbaliser autour de Michel Fourniret. Donc c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit qu'elle est une victime de Michel Fourniret. Elle ne va pas dire qu'elle est une victime de Michel Fourniret, mais elle va dire qu'elle est victime de sa présence en prison parce que finalement, elle veut se dissocier des faits en faisant valoir que l'unique coupable, c'est bien évidemment Michel Fourniret. Et alors, est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, effectivement, l'unique coupable, c'est Michel Fourniret, elle n'a rien à voir avec cette affaire et c'est aussi une victime de cet homme? C'est toujours un peu particulier parce que nous, en tant qu'experts, c'est pas tellement notre rôle, mais c'est quand même de dégager la notion de personnalité autour de Monique Olivier. Ce qu'on va quand même se dire, c'est que c'est quand même une femme qui est sous emprise, effectivement, d'un homme qui a véritablement tissé sa toile autour d'un personnage très dépendant affectivement et qui souffrait d'une énorme solitude, Monique Olivier. Et donc, il a utilisé... Oui, mais enfin, la solitude n'excuse pas le fait qu'elle ait activement participé aux enlèvements et même parfois au meurtre de ces jeunes filles. On est bien d'accord. Et ça n'enlève rien, bien évidemment, à sa responsabilité, à sa capacité de discernement de la situation, à sa capacité à déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, et donc à sa participation, effectivement, active à la situation. Mais le maintien du lien avec Michel Fourniret s'est fait par cette peur d'être seule et par l'emprise progressive que lui a exercée sur elle. Est-ce qu'elle distingue justement le bien et le mal? Est-ce qu'elle a compris que ce qui se passait était absolument abominable? C'est parfois compliqué à savoir chez Monique Olivier. Ce qui est très compliqué surtout, c'est que nous, en tant qu'experts, on a parfois des attentes magiques autour des explications qu'on pourrait formuler. Et parce que je pense que tout le monde a besoin d'avoir une explication. Monique Olivier est quelqu'un de complexe et on a vraiment le sentiment qu'elle fonctionne d'abord et avant tout selon ses propres intérêts et que la notion du bien et du mal vient après ses propres intérêts. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passe une expertise psychologique concrètement? Est-ce qu'il y a des questions types? Comment ça se passe? Oui, alors elle se passe en 3 temps. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc on va véritablement faire un peu le décours et l'historique de la personne, son vécu, son enfance, et vraiment avoir tout son parcours jusqu'au moment des faits. Le deuxième temps, c'est des questions autour des faits et voir un petit peu dans quelle mesure la personne va être susceptible de prendre conscience de la gravité des faits, son implication, sa responsabilité et la mesure de la gravité de la situation. Et puis le troisième temps, qui est quand même un temps non négligeable pour nous en tant qu'experts, c'est le temps des tests et des examens qui sont réalisés, comme les examens comme le QI, le quotient intellectuel, et des tests de personnalité. Elle a eu un très très grand score de QI, c'est ça? Non, elle n'a pas eu un très grand score de QI. Elle a juste eu un score de 95 qui a été confirmé ici dernièrement par une autre expertise qui établit 92. Il y a juste une autre expertise... Qui a établi 131, je crois. Qui a établi 131, mais sur des bases qui étaient un petit peu obsolètes, doit-on dire. Ah, donc est-ce que vous avez consulté parce que vous avez été le premier à l'expertiser, il y a eu d'autres experts derrière. Oui. Vous les avez consultés, ces experts-là? Je les ai non seulement consultés, mais j'y ai été confronté lors du procès en 2008 à Charleville-Mézières avec l'autre expert français,
procès, qui était M. Ployer. Et il y avait déjà eu cette fameuse polémique autour du quotient intellectuel, vu qu'eux établissaient un quotient intellectuel de 131 et nous de 95. Donc vous n'étiez pas d'accord? On n'était pas d'accord, mais vous savez, c'est quelque chose de compliqué à dire, mais je pense qu'on supporte plus facilement l'idée d'entendre un quotient intellectuel de 131 pour pouvoir expliquer un petit peu le caractère macabre de cette situation, parce que le quotient intellectuel de 131 permettait de faire valoir tout ce qui était manipulation, etc. Un quotient intellectuel de 95, il est dans la norme et n'apporte rien, si vous voulez, aux éléments du dossier. Vous n'avez jamais douté de votre expertise? Si, en permanence, mais je pense qu'on doute de toutes nos expertises. Pourquoi ? Parce que, vous savez, c'est un métier, c'est une science humaine, c'est pas une science exacte, et les examens de personnalité sont des examens qui sont quand même toujours liés à une certaine forme de subjectivité. La plus grande difficulté d'un expert, c'est d'essayer de rester à sa place, c'est-à-dire, et c'est sa compétence aussi, d'observer ce qu'il peut observer et de ne pas vouloir interpréter ce qui est ininterprétable. Alors Monique Olivier est jugée à partir de demain. C'est qui Monique Olivier? Monique Olivier, on la qualifie de personnalité dépendante, évitante, d'une femme sans émotion, à part pour elle, qui a vécu beaucoup dans la peur de l'homme et qui a toujours déterminé sa vie en fonction de l'homme et en fonction de pas grand-chose d'autre. Alors je sais que ce n'est pas votre spécialité, mais quel serait le bon jugement selon vous? Le jugement, c'est une responsabilité en bonne et due forme et une culpabilité en bonne et due forme, mais peut-être en revoyant un peu ce caractère de diabolisation qu'on a donné autour de ce quotient intellectuel qui a contribué, si vous voulez, à, je pense, la condamner encore un peu plus. Merci beaucoup, Gauthier Pierson. Je rappelle Plaisir. que vous avez été l'expert psychologue, le premier à avoir expertisé Monique Olivier dans le procès s'ouvre demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir.